Salut tout le monde, on est début août et donc c'est le moment de faire un petit point sur ce qui s'est passé sur mon portefeuille d'actions, enfin mes deux portefeuilles d'actions pendant le mois de juillet. Donc on va regarder les achats que j'ai faits et puis en fin de vidéo, comme d'habitude, on regardera où en est ma performance annuelle depuis que j'ai commencé à investir pour vérifier si elle est toujours au-dessus de mon objectif de au moins 12-13% par an et toujours supérieure à la performance du S&P 500. Et une des raisons pour lesquelles je regarde ma performance annuelle et que j'essaye de la maximiser, c'est que pour augmenter ses gains en investissement, on peut jouer sur trois variables. On peut jouer sur la durée, notre durée d'investissement, donc ça dépend en fait simplement de quand est-ce qu'on a commencé à investir. Donc dans mon cas, j'ai commencé à 28 ans, donc ça je peux plus le changer, je peux plus rien y faire. Et évidemment, plus on investit longtemps, mieux c'est. Donc ça c'est un gros avantage pour ceux qui ont commencé à investir à 20 ans, voire même avant pour certains. Mais donc ça, une fois que c'est fait, on n'a plus de pouvoir d'action. Ensuite, la deuxième variable, c'est de maximiser les montants qu'on investit. Donc ça, j'essaye de le faire principalement en essayant de gagner plus, en augmentant mes revenus, et non pas en essayant d'avoir un taux d'épargne de 90% et en mangeant de la terre. Voilà, c'est pas trop mon objectif. Et ensuite, la troisième variable, c'est justement la performance qu'on va avoir, la performance annuelle qu'on va avoir sur ces montants qu'on a investis pendant notre durée d'investissement. Et donc la variable précédente, gagner plus, on a un impact dessus via notre travail et principalement via l'entrepreneuriat. Mais cette variable-là, la performance, c'est la seule sur laquelle on peut agir au niveau de nos investissements en eux-mêmes. Donc voilà, j'essaie de combiner ces trois éléments-là. Et ce qu'il faut se dire, c'est que rien que 1% de performance en plus, ou 2% ou 3%, ça peut paraître comme ça, on peut penser que ça va pas représenter des montants importants, mais ça c'est parce que le cerveau humain il est pas bien câblé pour comprendre les croissances exponentielles. Mais en fait quand on fait les calculs, on voit que même une différence de 1, 2, 3%, et ça dépend de combien on gagne et combien on peut investir, mais même pour quelqu'un qui a des revenus totalement normaux, ça fera vite des différences qui se comptent en centaines de milliers d'euros. Et donc je pense que c'est bon à prendre, et que ça peut avoir un gros impact sur nos vies ensuite. Donc c'est parti, alors ce mois-ci, j'ai fait 3 achats, donc j'en ai fait un petit sur ce portefeuille-là, et ensuite j'en ai fait 2 sur mon compte titre d'entreprise qu'on verra juste après. Donc c'est sur celui-là maintenant que j'investis principalement. Donc sur ce portefeuille, j'avais reçu quelques dividendes, j'avais à peu près 300 $, quelque chose comme ça. Donc je les ai investis, donc c'est pas grand-chose, mais j'ai rajouté quelques actions Fortinet, donc dans les 57 $ à peu près. Je trouvais que c'était un prix intéressant, et puis c'était l'action sur laquelle j'avais le moins d'argent sur ce portefeuille-là. Et puis le sentiment sur le secteur de la cybersécurité est pas très bon en ce moment, à l'opposé par exemple du secteur des semi-conducteurs. Enfin, ça a un peu changé là sur les 2 dernières semaines, mais si j'étale ça, on va dire, à l'année 2024, voilà, le sentiment sur la cybersécurité est plutôt pessimiste, et sur Fortinet aussi, même plus particulièrement. Alors que pour ceux qui découvrent la chaîne ou qui n'ont pas suivi, Fortinet c'est une entreprise d'excellente qualité. La raison pour laquelle l'action a pas très bien performé ces derniers mois, c'est parce que là ils ont une phase un petit peu de ralentissement, et principalement sur leur partie hardware, mais par contre ils ont une très bonne croissance sur leur partie service, donc ce qu'ils appellent le SASI. Donc pour simplifier, c'est une offre globale de cybersécurité par abonnement, et donc ce segment-là en ce moment il y a une croissance supérieure à 20%, et aussi des marges qui sont bien plus élevées. Et puis si on regarde au niveau des finances, voilà, on voit que c'est une super entreprise. La croissance passée, elle est excellente, et c'est le genre de courbe qu'on aime, que ce soit du revenu ou du free cash flow, donc l'entreprise est très rentable. Et contrairement à d'autres boîtes dans le secteur de la cybersécurité, et ce qui fait que justement je préfère Fortinet, c'est une boîte qui je trouvais mieux gérée avec une meilleure allocation de capital. Et ça se voit par exemple aux rémunérations en actions qui sont correctes par rapport aux autres boîtes du secteur. Ça représente à peu près moins de 15% du free cash flow. Et ça se voit aussi au ROCE qui est très élevé et qui est en hausse, et qui est aussi un signe de moat, donc de rempart concurrentiel. Voilà, ils n'ont pas de dette, ils rachètent des actions, contrairement à d'autres qui diluent leurs actionnaires. Et puis, ils ont des très bonnes marges, supérieures à 30%. Donc voilà pourquoi j'en ai racheté, et puis la valorisation que j'ai aussi fait dans plusieurs vidéos précédentes, que je trouve fort correcte en ce moment, perso. Donc voilà ce que j'ai fait sur ce portefeuille. Donc pas beaucoup de changements, mais maintenant j'investis principalement sur mon autre compte titre. Donc sur celui-ci, je devrais plus beaucoup ajouter d'argent. Je me contenterai de réinvestir les quelques dividendes que je reçois dessus. Et un mouvement qui aura sûrement lieu à l'avenir, c'est sur Alibaba, donc que pour l'instant je touche pas parce que l'entreprise est très très sous-évaluée. Et c'est vrai qu'à un moment donné j'avais eu un doute sur si je devais la garder ou pas, principalement à cause du risque du VIE, donc c'est le fait que quand on achète l'action Baba, en fait on est propriétaire d'une société écran qui a des droits sur les bénéfices de l'entreprise chinoise,
mais la propriété d'entreprises chinoises par des étrangers n'est pas légale dans certains secteurs, dont le secteur d'Alibaba en Chine. Donc ça rend le truc voilà, un peu bancal, donc ça m'avait fait hésiter. Et en ce moment, c'est vrai que je lis le livre d'Howard Marks, The Most Important Thing, qui met vraiment énormément l'accent sur le côté value et sur le fait d'être à contre-courant du sentiment général. Et c'est vrai que ça m'a rendu confiant dans le fait de la garder pour le moment. Mais à cause de ce risque, en gros, plus le prix va monter, plus le niveau de risque va augmenter. Hein. Là, ce qui fait que le niveau de risque est pour moi acceptable, c'est que le prix est extrêmement faible. Mais voilà, en gros, ce que je compte faire sur cette position, si en tout cas la réglementation chinoise ne change pas, c'est que quand je trouvais que l'action est proche de sa valeur intrinsèque, je pense que je la revendrai, et que donc j'arbitrerai en investissant sur autre chose, s'il y a des opportunités intéressantes en parallèle à ce moment-là. Puis aussi une des raisons pour lesquelles c'est pas une action, contrairement aux autres, que je voudrais garder à vie, puisque je fais que de l'investissement à long terme. Mon objectif quand j'achète une action, c'est de la garder à vie. Évidemment, si les fondamentaux changent drastiquement, je le ferai pas, mais disons que c'est l'intention au moment où j'achète. Et une raison pour laquelle celle-ci, je voudrais pas, c'est que les fondamentaux sont quand même un peu moins bons que les autres boîtes que j'ai en portefeuille. Bon, au niveau de la dette et de la dilution, il n'y a pas de problème, surtout qu'ils rachètent beaucoup d'actions là récemment, alors que la valorisation de la boîte est très faible, donc ça c'est une bonne décision. On voit que le taux de croissance est très bon, il y a eu un ralentissement, bon ça continue d'être en croissance, donc ça à voir s'il réaccélère à l'avenir, mais ça pour moi c'est pas le plus problématique. Ce qui me dérange c'est surtout qu'ils ont pas mal changé le business model. À la base ils avaient un business model qui était parfait, hein. C'était juste des marketplaces. Eux, ils avaient aucun stock, c'était juste des plateformes où ils permettaient à des gens ou à des entreprises de vendre leurs produits, et eux ils prenaient des fees. Après, ils se sont diversifiés dans des business avec des moins bonnes marges. Et donc, on voit l'impact sur la marge brute. Hein. Voilà, ils avaient des marges brutes d'entreprises de software à 87%. Aujourd'hui, c'est du 35%. En fait, ils ont fait le chemin inverse d'Amazon. Et là, ils veulent apparemment se recentrer sur leur core business, mais à voir ce que ça donne. Puis après, si on regarde, du coup, le ROCE, qui est la métrique la plus importante pour moi, on voit que c'est acceptable, hein, ça reste à 2 chiffres. Pour certains, ce serait suffisant, mais moi, je cherche quand même des ROCE supérieurs à 15 voire 20%. Donc voilà pourquoi je considère que la boîte est quand même inférieure aux autres que j'ai en portefeuille. Donc si on ajoute ça, plus le risque chinois, voilà, je la vois comme un value play. Et donc si les fondamentaux et la réglementation ne changent pas, je pense que je la revendrai quand elle sera à une valorisation qui est plus proche de ces fondamentaux. Donc voilà pour ce portefeuille. Je vais maintenant passer sur le second, sur lequel j'ai fait 2 achats, et puis ensuite on regardera ma performance. Nous voici donc sur le deuxième portefeuille, donc qui est assez nouveau. Alors sur celui-là, j'ai racheté du Visa, j'avais déjà du Visa sur ce compte, là j'en ai racheté ce mois-ci. J'en ai racheté d'abord avant les résultats à 264, et ensuite après les résultats, du coup à 254, donc quasiment au plus bas. Alors cette action, quand j'en avais acheté le mois dernier, j'avais acheté pareil la veille d'une forte baisse, et là j'ai refait la même chose, donc ça c'est pas de bol. Il y a toujours un petit regret après avoir fait ça, parce que j'ai pas pu en acheter autant que j'aurais voulu à 254. Bon, c'est pas très grave, parce qu'on peut pas prévoir ces mouvements court terme, et de toute façon en bourse on a toujours des regrets, on aurait toujours voulu soit investir plus, soit investir moins, soit investir plus tôt, plus tard. Donc voilà, c'est pas bien grave. Donc Visa, j'en ai déjà beaucoup parlé dans mes vidéos récentes, donc je vais pas redétailler pourquoi est-ce que j'ai investi dedans. Et ensuite, autre investissement que j'ai fait hier au moment où je fais cette vidéo, donc vendredi 2 août, suite aux résultats. L'action Booking, là, elle est passée récemment de 4100 $ à 3300, avec une partie de la baisse avant les résultats, puis une baisse suite aux résultats. Sauf que les résultats, du coup, je suis allé regarder au niveau des chiffres, et j'ai lu le transcript, et je vois pas du tout la raison de cette baisse. Pour moi, c'était un trimestre normal, quoi, pas un trimestre exceptionnel, mais dans la continuité, et je vois pas de raison d'inquiétude. La raison pour laquelle ça a baissé, c'est que j'ai l'impression que là, il y a une peur de récession qui est en train de grandir. Le management de Booking, ils ont dit qu'ils prévoyaient que la croissance du trimestre prochain allait pas être insane, mais comme la croissance du trimestre de l'année dernière, elle avait été excellente, c'est normal, la comparaison est compliquée. En fait, tu peux difficilement avoir une année de croissance explosive suivie d'une autre année de croissance explosive. Souvent, quand tu as eu une année exceptionnelle, l'année d'après, par rapport à l'année exceptionnelle, elle paraît bof. Mais ce qui compte, c'est le long terme. Donc voilà, j'ai pas vu du tout de raison de m'inquiéter dans les résultats de Booking. Si on regarde vite fait ce qui s'est passé au niveau des chiffres, si je vais ici dans le compte de résultats, et là on a le Q2 2024, on voit qu'ils ont fait 5,9 milliards de chiffre d'affaires, et au Q2 l'année précédente, ils avaient fait 5,4 milliards, donc c'est toujours en croissance. Le free cash flow aussi était encore en croissance.
Les critères de qualité, je les ai déjà montrés plusieurs fois, mais voilà, c'est une excellente boîte. Les critères de croissance, là, ne sont pas remplis, mais c'est des moyennes 5 ans. Et Booking, c'est une entreprise qui a énormément subi le Covid, donc ça fait un petit creux, ça a ralenti la croissance long terme. Mais si on regarde depuis la reprise, par exemple, on va dire que c'était normalisé en 2022, plus 25% de chiffre d'affaires sur une année, supérieur à la concurrence, y compris Airbnb, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et croissance du free cash flow aussi à 2 chiffres. Et si on regarde les croissances passées, on est à chaque fois dans des croissances à 2 chiffres. Et en dehors de ça, on a un ROCE qui est excellent, ils ont une très bonne allocation de capital et je trouve un très bon management. Il n'y a pas de dette, ils rachètent énormément d'actions. L'entreprise, elle a une valorisation que je comprends pas tellement, je la trouve faible par rapport à la qualité de la boîte. Et du coup, ils profitent de ça pour acheter énormément d'actions. Hein. Ils ont réduit leur nombre d'actions de 1/4 sur les 5 dernières années. Et les marges du free cash flow sont excellentes. Et comme Fortinet, enfin même mieux que Fortinet, leurs rémunérations en actions sont très très faibles. Là, on est plutôt dans le niveau de boîtes comme Visa, Mastercard. Je rappelle que les rémunérations en actions, ou SBC en anglais, c'est un montant qui est toujours réintégré dans les comptes des entreprises au free cash flow. Ils ne le comptent pas comme une vraie dépense en cash, mais en vrai, il vaudrait mieux l'enlever quand même. Donc je regarde, à chaque fois, je compare quand même le free cash flow par rapport aux rémunérations en actions pour voir si c'est un pourcentage qui n'est pas trop élevé. Et dans le cas de Booking, c'est un montant comme 7% du free cash flow, quelque chose comme ça. Donc c'est très faible. Donc voilà, c'est une boîte qui est vraiment très 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 rentable, qui génère énormément de cash. Donc c'est pour ça que j'en ai racheté. Et on a fait le tour des mouvements que j'ai fait sur ce portefeuille. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la dernière partie de cette vidéo, c'est-à-dire où en est ma performance annuelle. Donc c'est parti. Donc là, on est revenu sur mon premier portefeuille que j'ai depuis le 31 janvier 2022. Donc comme ça, il y a un minimum d'ancienneté. Ça fait plus de 2 ans et demi maintenant. Je regarde pas encore la performance du deuxième portefeuille puisqu'il a seulement quelques mois, donc ça n'a aucun intérêt. Déjà que 2 ans et demi, c'est assez court. Donc on est en performance time weighted return qu'il faut utiliser pour se comparer. Et ici, j'ai ajouté le S&P 500 donc sur la première ligne. Donc on a le S&P 500 qui, depuis le 31 janvier 2022, a fait 7,76% par an. Et ce portefeuille qui, depuis la même date, a fait 15,95% par an. On voit que les performances ont pris un petit coup la suite par rapport au mois dernier, puisque ça fait 2 semaines qu'on est dans une phase un peu plus baissière. Mais ça a affecté les deux et je reste à une perf qui me convient complètement. Si j'arrive à faire du 16% par an à long terme, je suis parfaitement satisfait. Et ça reste aussi 2 fois la performance du S&P sur la période. Donc pour l'instant tout se passe bien. Et je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo. Pour terminer, je rappelle que si vous voulez analyser vos actions avec Graham et rejoindre la communauté privée, vous avez le lien dans la description, c'est le premier lien. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!